Arrêt sur image du 5 juin 2021 consacré à une œuvre de la collection d'art de Savièse. Aujourd'hui, Fritz Huguenin Lassoguette, né en 1842 et mort en 1926, un peintre paysagiste d'origine neuchâteloise. Et voilà le tableau qui va nous intéresser aujourd'hui, la chapelle de Chandolin, tableau intitulé aussi La descente du troupeau, une huile sur toile non datée, de 88 cm de haut sur 127,5 cm de large et propriété de la commune de Savièse. Mes sources s'agissant de quêter quelques bribes biographiques, j'ai consulté l'Almanach du Montagnard, édition 1928, et le Messager boiteux de la même année. Et pour une approche du tableau et une meilleure compréhension de la chapelle de Chandolin, un ouvrage très précieux d'Anne Gabriel et Nicolas Bretz-Héritier de la fondation du même nom, Notre-Dame des Corbelins, Chandolin, Savièse, photographie, documentation, édité en 2020. Dans le Messager boiteux de l'année 1928, on découvre en page 42 une rubrique nécrologique ainsi libellée. Le 19 novembre 1926 s'est éteint à Vevey le peintre paysagiste Fritz Huguenin Virchow, connu depuis son mariage sous le nom de Fritz Huguenin Lassoguette. Originaire du Locle et de la Chaux-du-Milieu, né au Locle le 4 octobre 1842 dans une famille d'horlogers, il apprit à graver des cuvettes de montres avant de se vouer entièrement à l'art et faire un stage chez un peintre genevois. Rentré dans sa ville natale, il est nommé professeur de dessin de 1872 à 1892, une occupation qu'il partagera avec le musée des beaux-arts du Locle, dont il s'occupe très activement, tout en peignant avec amour les sites jurassiens. En 1892, il se fixe à La Tour, enseigne le dessin au collège et à l'école supérieure des jeunes filles de Vevey pendant quelques années, tout en continuant à se consacrer à la peinture avec une puissance de travail et une activité étonnante. L'Almanach du Montagnard nous apprend en outre, je cite, « Au Locle, Fritz Huguenin Lassoguette parcourt le pays, peint des sites jurassiens, des pâturages avec leurs troupeaux, les rives du Doubs. Il laisse une œuvre qui contribue à l'enrichissement de notre patrimoine artistique. » La carrière artistique de Huguenin Lassoguette se partage dès lors entre une période proprement neuchâteloise et, nous allons le voir, une période vaudoise et valaisanne. Maurice Bois de la Tour, auteur de la gravure neuchâteloise, édité la même année, 1928, rappelle que notre homme a publié 2 albums intitulés Le canton de Neuchâtel illustré, le premier en 1890, le second en 1896, riches tous deux de planches lithographiques à la craie représentant des vues du canton de Neuchâtel. Et en voici ici 2 exemples. Voici d'autres lithographies coloriées à la main, édition 1890, toutes exécutées d'après nature. Nommé professeur de dessin à Vevey en 1892, Fritz Huguenin Lassoguette s'installe au bord du Léman qu'il peindra dans un style qui n'est pas sans évoquer le vaudois François Bossion. Il s'éteindra sur la Riviera en 1926. Alors on aperçoit à gauche une huile sur toile intitulée Les Hauts de Vevey et à droite un voilier sur le Léman dont la facture, en effet, rappelle fortement le peintre d'eau douce, comme l'appelait Budry, François Bossion. 2 autres toiles représentant les célèbres barques vaudoises, à gauche, bateau sur le Léman devant le Grammont, et à droite, bateau et paysage.
Épris de nature, Fritz Huguenin-Lassoguet exécute de nombreux paysages alpestres vaudois d'abord, puis valaisans. C'est en effet à partir de son installation à Vevey que notre homme découvre le vieux pays, monte à Savièse et s'inscrit au nombre de ces artistes venus de toute la Suisse romande qui formeront, de loin ou de près, la fameuse école de Savièse. À gauche, vous apercevez le lac Liozon, col des Mosses, et à droite, les Dents du Midi. Voici maintenant deux tableaux proprement valaisans. À gauche, le village valaisan en automne, et à droite, le tableau qui va nous intéresser tout soudain. Trois autres tableaux valaisans, propriété de la commune de Savièse. À gauche, on reconnaît l'église de Saint-Germain. À droite, deux scènes de genre traitant des vendanges, avec en haut des Saviésanes qui s'en rentrent le soir, et en bas on aperçoit au premier plan la bossette, puis le bœuf qui va tracter la dite bossette. À l'arrière-plan, un homme, c'est le brantard qui porte sur les épaules la brante, ce récipient assez massif et lourd qui était en bois. Les cueilleuses de raisins vidaient leur corbeille dans la brante. Le brantard avait un pilon et il foulait le raisin, et lorsque sa brante était décidément pleine, eh bien, on appelait généralement deux hommes pour aider à charger la brante sur les épaules du brantard, qui ensuite allait dévider sa marchandise dans la bossette. Deux autres compositions valaisannes, à gauche valaisannes à la fontaine, et à droite la récolte des noix. Venons-en maintenant à notre tableau, la chapelle de Chandolin ou la descente du troupeau. On aperçoit effectivement un cortège qui contourne une chapelle, la chapelle dite des Corbelins, chapelle de Chandolin. Au premier plan, une Saviésane qui porte le tablier sur le coutin, un tablier noué sur le devant à l'aide de ses rubans bleus, tandis qu'à droite, la Saviésane porte le caraco. Deux autres Saviésanes juchées sur des mulets, et puis la suite du cortège dont on aperçoit la queue tout en haut à droite du tableau avec ces trois petites vaches qui descendent. Alors cette chapelle de Chandolin, elle existe bel et bien. La voici telle qu'on peut la voir et la visiter aujourd'hui, située à la sortie du village de Chandolin en direction de la vallée de la Morge. Et l'on constate une première différence notoire avec la situation actuelle. En effet, le percement de la route au début des années 60, qui évidemment n'apparaît pas sur le tableau d'Huguenin-Lassoguet, percement de la route dont les plans prévoyaient la destruction de la chapelle. Une intervention énergique du Heimatschutz permit heureusement de sauver l'édifice. Voici une photographie prise en 1961. C'est une des Alpes, c'est-à-dire c'est exactement le même sujet que le sujet représenté dans le tableau, mais l'on aperçoit effectivement la nouvelle route. Notez, parce qu'on en reparlera, que la porte d'entrée de la chapelle de Chandolin est constituée d'une porte en berceau surmontée d'un oculus parfaitement circulaire. Alors que si je regarde maintenant le tableau d'Huguenin-Lassoguet, l'oculus est ovale.
à signaler que l'ancienne route que l'on aperçoit sur le tableau d'Huguenin-la-Sauguette, eh bien, elle existe toujours aujourd'hui. On peut l'emprunter. On rejoint la route principale et si on l'emprunte, eh bien, on apercevra la sacristie, qui est une extension de la chapelle datant de 1930. Sur la photographie, on aperçoit la petite fenêtre. Alors la deuxième différence notoire qui frappe au fond tout visiteur qui connaît les lieux, une anomalie qui interpelle systématiquement tout visiteur local qui connaît bien le lieu, eh bien c'est que sur le tableau d'Huguenin-la-Sauguette, il n'y a pas la porte d'entrée. Et il s'agira de comprendre pourquoi. Signalons que si l'on sait que le peintre s'installe à Vevey en 1892, qu'il meurt en 1926, on peut déduire que du vivant d'Huguenin-la-Sauguette, la porte d'entrée de la chapelle se résumait alors à une porte rectangulaire surmontée d'une ouverture en demi-lune. Au fil du temps, en effet, la porte d'entrée de la chapelle a connu plusieurs transformations spectaculaires. Jugez-en plutôt. Sur cette carte postale antérieure à 1907, on découvre précisément cette porte rectangulaire surmontée d'une ouverture en demi-lune. Et cette porte-là était encore d'actualité avant 1930. Sur cette carte postale qui date de 1941, cette fois la porte d'entrée est cintrée, elle est en berceau, et la demi-lune a été murée. Or c'est exactement ce que l'on a vu sur la photographie prise en 1961. Et ces dates sont au fond des repères très précieux. Voici la porte d'entrée à partir de 1963. Elle est cette fois plein cintre et surtout elle est vitrée. Et enfin, à partir de 1989, la porte, toujours plein cintre, est celle que l'on découvre aujourd'hui. Pourquoi cette fantaisie du peintre ? Peut-on se demander. Pourquoi est-ce qu'il a oblitéré la porte d'entrée ? Eh bien, il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être avancées. Et je précise bien, ce sont des hypothèses. La première hypothèse, d'un point de vue formel et esthétique, on note que, se détachant du fond clair de la façade de la chapelle, la première des deux saviesanes juchées sur un mulet apparaîtrait bien moins nettement si elle avait été concurrencée par la porte. Ce serait donc un choix d'ordre esthétique, stylistique. Deuxième hypothèse, la chapelle de Chandolin joue un rôle essentiel lors de la montée à l'alpage. En effet, lorsqu'on prend la route du col du Sanetch, on emprunte un chemin périlleux, bordé d'apics vertigineux. On pénètre dans, je cite Marguerite Burnat-Provins, la sombre vallée de la Morge. Marguerite Burnat-Provins l'associe même aux enfers. Donc, demander le secours et la protection de Dieu, de la Vierge Marie, ça avait absolument tout son sens lors de l'Inalpe, c'est-à-dire lors de la montée à l'alpage. En revanche, s'agissant de la désalpe, la chapelle se voit minorisée. D'ailleurs, regardez, le cortège passe sans la voir, sans s'attarder, sans la regarder, sans se recueillir, comme si elle n'existait pas. Huguenin-la-Sauguette, très curieusement, je suis ici dans ma troisième hypothèse, très curieusement représente la queue du cortège en haut à droite du tableau,
Et de fait, il nie complètement la topographie naturelle du lieu. Comme si le rocher jouxtant la chapelle constituait les prémices de la montagne d'où le troupeau finit de redescendre. C'est complètement fantaisiste, ça n'a rien à voir avec la réalité. Mais il y a une raison qui me paraît très subtile et convaincante. La des Alpes, qui du col du Sanetch conduit à Savièse via Chandolin, offre à cet emplacement une situation des plus paradoxales. En effet, lorsqu'on arrive à Chandolin, eh bien, on est en train de grimper. On grimpe depuis la vallée de la Morge en direction de Chandolin, et vous comprendrez que ça ne correspond pas du tout à l'idée que l'on se fait d'une descente de la montagne. En effet, plutôt qu'une désalpe, le spectateur aurait l'impression d'assister, à l'inverse, à une inalpe. C'est donc par souci de vraisemblance, en fait, que Gnan Lassoguet trahit la réalité. Quand on descend de la montagne, eh bien, on doit descendre. Quand on monte à la montagne, on doit monter. Et cette situation paradoxale, assez particulière ici à Chandolin, fait qu'Huguenin Lassoguet s'est permis cette fantaisie, qui en fait est tout à fait cohérente. Ainsi, la chapelle ne serait qu'un élément formel qui offre à l'artiste l'opportunité de décrire une élégante courbe du cortège, une courbe qui aurait pour effet de dynamiser la composition. Le cortège que l'on aperçoit échappe ainsi à la disposition un brin statique parce que linéaire et en frise des poyas traditionnels. Il y a un mouvement particulièrement élégant dans le tableau d'Huguenin Lassoguet qui tranche avec les frises des poyas fribourgeoises, par exemple. Et puis, on a coutume d'intituler ce tableau la chapelle de Chandolin, mais, comme je l'ai dit tout au début, la toile s'appelle aussi la descente du troupeau. Alors, selon qu'on privilégie l'un ou l'autre titre, on valorise ou on minorise la dite chapelle. Cette chapelle, justement, elle est dédiée à la nativité de la Sainte Vierge Marie, nativité qui est célébrée le 8 septembre. La chapelle de Chandolin était, avec les chapelles de Longeborgne et de Plancontet, l'enjeu d'un pèlerinage dit des Tres Maries, le pèlerinage des Trois Maries. Le dit pèlerinage s'achevait ici, devant cette chapelle. Les pèlerins, parvenus au terme de leur pérégrination, se restauraient et consommaient de la nourriture qui était disposée dans des petites corbeilles. C'est pourquoi, c'est une première explication, la chapelle s'appelle aussi chapelle des Corbelins, un nom dérivé du patois Corbeuon, le panier. Notre-Dame des Corbeuons. Mais la chapelle des Corbelins doit peut-être son nom à une pratique étonnante que décrivait le curé Pierre-Jean en 1934. Je cite: « Autrefois, jusque vers 1890, la chapelle de Chandolin était considérée comme une chapelle miraculeuse. Non seulement on y venait en pèlerinage de tout le Valais central, on y passait la veille de la nativité en prière, mais on y apportait les enfants mort-nés afin de pouvoir les baptiser. Un prêtre disait la messe, un autre, le parrain et la marraine, surveillaient l'enfant. Et il n'était pas rare que ce dernier donnât des signes de vie, on en profitait alors pour le baptiser. Ce n'était pas là de la légende, bien des vieillards de Savièse et d'ailleurs s'en souviennent, quelques-uns même se rappellent de faits vraiment extraordinaires qui s'y sont passés. Les enfants mort-nés étaient acheminés dans de petites corbeilles, et c'est pourquoi la chapelle serait dite chapelle des
Corbeau. Ce baptême miraculeux se trouve au centre du grand vitrail des enfants morts-nés exécuté en 1989 par l'artiste Christine Mesmer et qu'on peut admirer lorsqu'on entre dans la chapelle. On aperçoit au centre l'élévation d'un enfant qui, des bras de sa mère, va vers le Père parce qu'un signe de vie lui est venu durant l'intercession. De part et d'autre, d'autres mères apportent leurs enfants, cependant que les enfants qui n'ont pas donné signe de vie et n'ont pu être baptisés tout en bas sont enterrés à proximité immédiate de la chapelle. Aline Héritier, dans une conférence donnée en 2010, qui rappelle qu'en Valais existaient plusieurs chapelles miraculeuses, appelées aussi chapelles à répit, comme celle des Corbelins, ajoute, je cite, « À l'époque, il n'y avait pas plus grande douleur que de perdre son enfant avant qu'il ne soit baptisé, car cela obligeait le nouveau-né à errer dans les limbes. Cette angoisse du décès du nourrisson était telle qu'on baptisait très rapidement le bébé, et s'il y avait danger de mort, la sage-femme ou une voisine pouvait oindre le front du petit en signe de baptême et ainsi sauver son répit. » Autre particularité de la chapelle des Corbelins, c'est l'absence de clocher. En effet, comme la chapelle est située à l'extérieur du village, sa cloche ne s'entendrait pas. Aussi, le clocher se trouve-t-il à 460 mètres à vol d'oiseau de la chapelle, au milieu du village. S'il fallait, pour conclure cette lecture d'œuvre, enrichir ce tableau d'une lecture proprement spirituelle ou philosophique, je dirais que la cohabitation de la pierre immémoriale avec l'éphémère de la vie humaine nous amène à penser que l'homme est de passage sur la terre. Comme le cortège en transhumance, il ne fait que passer, cependant qu'éternelle et de constitution tellurique demeure la parole de Dieu, et avec elle, celle de la maison pour le servir et le prier, lui, son Fils, et la Vierge Marie.